Le siècle des Lumières a laissé à Liège non seulement de nombreux bâtiments prestigieux dont nous allons reparler, mais aussi le souvenir d'une douceur de vivre dont on serait bientôt nostalgique. Petit retour sur cette époque particulière, grosse d'orage à venir. Pour les Liégeois, le XVIIe siècle avait été un siècle de fer, de poudre, de misère et de mort. Émeutes, exécutions sommaires, guerres civiles, dévastation des campagnes, occupation du territoire avaient mis à genoux la principauté. La politique étrangère aventureuse des princes de Bavière, oublieux des bienfaits de la neutralité, s'était appuyée sur un gouvernement absolutiste, ignorant les libertés séculaires et lui-même souvent soutenu par une armée étrangère. Les Liégeois n'avaient pratiquement plus bougé. Où donc était partie leur indiscipline légendaire ? Le paysage de l'Europe avait considérablement changé avec les Pays-Bas devenus autrichiens, et cette mainmise d'une lointaine monarchie fort despotique. Tout avait basculé lorsque la France et l'Autriche avaient mis fin à leur entente. Dans la guerre de succession d'Autriche, les deux nations s'étaient rudement opposées. Naturellement, dans un tel conflit, les Pays-Bas autrichiens devenaient le théâtre de la guerre, et ils en payèrent le prix fort. Je sens que tu vas m'annoncer que les Liégeois, ces têtes chaudes, n'ont pas su se tenir à l'écart de ces conflits. Ah bien, tu devines juste. Si Liège a su se tenir longtemps à l'écart d'alliances hasardeuses, l'élection en 1744 du prince Jean-Théodore de Bavière, le frère de l'empereur Charles VII, vit déferler les armées ennemies. On n'apprend pas assez de son histoire, on dirait. Ouais, tout juste. Sa neutralité piétinée, ses campagnes dévastées, ses soldats conscrits dans des camps adverses, Liège sortit épuisée d'une guerre qu'elle n'avait ni voulu ni même menée. Malgré ce contexte politique tendu, une douceur de vivre avait gagné les habitants du pays. Politiquement, Liège vivait sous la botte des nobles conservateurs qui monopolisaient les postes importants. Les bourgeois, entendons la haute bourgeoisie, celle qui brassait des affaires, géraient les finances et les douanes de l'État. Mais c'était à peu près tout. Dans cette ville d'affairistes débarrassée de ses revendications républicaines, on ne songeait qu'à s'enrichir, qu'à étaler la réussite matérielle de sa famille. Cette bourgeoisie qui n'avait plus de projet politique recherchait son plaisir. Résidences secondaires somptueuses, grands hôtels en ville, voyages à travers l'Europe, éducation princière des héritiers. On achetait de quoi montrer son rang social. Meubles, bibelots rares, équipages, chevaux, on copiait le goût parisien, déjà. Les artistes pullulaient, faïenciers, décorateurs d'intérieur, ébénistes, doreurs, horlogers, marbriers, tapissiers, fondeurs, orfèvres avaient multiplié les chefs-d'œuvre, témoins d'un ardent besoin de jouir de la vie et de son argent. La ville s'était hérissée de bâtiments civils cossus. Les Liégeois étaient toujours bons catholiques, mais la contre-réforme avait permis des accommodements. Bonne cave et bonne table ne paraissaient pas condamnables aux yeux des religieux qui avaient devant eux l'exemple du prince. Jean-Théodore de Bavière, entiché de musique, traînait après lui une réputation de trousseur de jupons. Un historien écrit : aimant les femmes et la dépense, il s'endettait à plaisir, grand chasseur, épris de théâtre, de musique. Il ne dédaignait pas en son château de Serein, siège d'une cour brillante, comme au palais de Liège, de tenir un violoncelle. Les francs-maçons pointèrent le bout de leur nez au milieu du siècle, et sous leur impulsion, on vit se multiplier les maisons d'édition. Une gazette de Liège, pleine d'annonces, de faits divers, portait à Liège les nouvelles du monde sur un tirage à 4 feuillets. Le plus ancien numéro conservé porte la date du 26 janvier 1732. Encouragée par le prince Charles d'Outremont, cette presse, compilation de faits sans commentaire, était surveillée et sévèrement censurée. Mais c'était là un début. Un journal encyclopédique soutenu discrètement par le prince répandit les idées démocratiques à partir de 1756. Oui, parce que
L'époque des Lumières, c'était celle des esprits libres. Enfin, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Oui, tout à fait. Les livres se sont multipliés, et pas seulement les livres religieux, mais aussi les livres de curiosité. Romans, voyages, découvertes scientifiques. Les romans de Voltaire et ceux de Rousseau. Oui, mais sous le manteau tout de même. C'était mal vu. Très mal vu. En 1764, Liège connaissait 14 imprimeurs et 10 libraires. L'influence de la France était énorme. On dévorait les encyclopédistes et l'on tint des petits salons comme à Paris. Les petites gens, encouragés par les Français de plus en plus nombreux à Liège, comprenaient de mieux en mieux leur langue. Des ouvriers se faufilaient parmi les spectateurs des comédies de Beaumarchais. Toute proportion gardée, Liège a-t-elle vu, comme la France, briller de nombreux génies littéraires, des Montesquieu, des Rousseau, des Voltaire? L'honnêteté commande de dire que non. Un historien écrit: Le pays de Liège, principauté ecclésiastique, était arriéré au point de vue intellectuel. Les études scientifiques et littéraires étaient tombées dans une décadence profonde. Le seul écrivain du XVIIIe siècle dont la Belgique puisse aujourd'hui s'enorgueillir, c'est Charles, 7e prince de ligne, et ce fut un Bruxellois. Alors, inutile de nous étendre là-dessus, passons. Passons. Certains voyageurs, déjà acquis à l'esprit du changement, voyaient là le résultat de l'abrutissement des malheureux qui vivaient sous la tyrannie des religieux. Voltaire lui-même refusait à Liège le nom de République, puisque pour lui, l'union de l'Église et du gouvernement ne pouvait en aucun cas produire un régime de liberté. Les choses ne mirent pas longtemps à changer. En 1760, le futur prince-évêque Velbruck soutint le journal encyclopédique, pourtant officiellement interdit. La Société d'émulation était fondée en 1779. Le bâtiment est aujourd'hui occupé par le nouveau théâtre de Liège. Foyer de diffusion des idées nouvelles, elle était fréquentée par la bourgeoisie éduquée et bien pensante, mais aussi gagnée par la conviction que des réformes étaient nécessaires. En 1779, une société d'amoureux de la littérature, une société littéraire, était également constituée sous les mêmes parrainages que la société d'émulation. Elle groupait des intérêts plus généraux. Ce club, bon chic, bon genre, occupa rapidement en 1787 un bâtiment de style Louis XVI, en remplacement d'un vieux séminaire qui fut démoli pour céder la place. Le bâtiment néoclassique, œuvre de Jacques Barthélemy Renaud, que nous connaissons bien par les travaux de modernisation qu'il effectua sur de nombreux bâtiments religieux, comme la collégiale Saint-Jean ou celle de Saint-Barthélemy. Ce bâtiment existe toujours. On l'aperçoit place de la République française. Détruit par un incendie en 1859, il fut reconstruit, mais menacé de destruction, il fut classé in extremis en 1974. Puis rénové pour reprendre l'aspect flamboyant qu'il avait avant l'incendie. En un mot, le siècle des Lumières à Liège ne fut pas littéraire, il fut mondain. C'est ça, tribunes, salons, presse, éditeurs, libraires formèrent l'argile fertile où les idées nouvelles s'enracinèrent. La jeunesse allait bientôt se réveiller, comme en 68. Oui, mais dans ce foisonnement d'idées nouvelles, l'université ne pouvait jouer aucun rôle, car Liège, à l'époque, on était totalement dépourvu. Ah zut, Mais ça allait bientôt changer. tant mieux.